Il rit quand c'est trop sérieux. Il s'indigne quand tout le monde s'endort. Marc Boilard, c'est l'irrévérence au service de la réflexion. Avec l'humoriste Simon Delille, l'homme aux 1000 projets, on va en parler de 3, les plus récents. T'as un livre, Invincible, qui est grosso modo ton ancien show. Le deuxième show, Tâche, qui roule. Et ton podcast, on commence avec le livre. Parle-moi de ton livre, Invincible. Ben, Invincible, en fait, c'est drôle parce que c'est un appel que je m'attendais pas à avoir. Pierre-Yves McSween m'a appelé. Puis ces gens j'ai eu 2 calls comme ça. J'ai 2 frères aussi avec qui je travaille pour jamais dans la vie je pensais que 2 frères allaient m'appeler pour travailler avec eux autres. Ni Pierre-Yves McSween. Fait que quand il m'a appelé, je le croyais comme pas. Ben oui, c'est ça. Ça doit être quelqu'un qui me niaise. Mais Pierre-Yves, il est actionnaire chez les éditions Saint-Jean. Oui, exact. Bon. Fait qu'il me dit, on voudrait commencer à faire plus d'humour et des choses comme ça. On aime bien gros ce que tu fais. Fait que je suis allé m'asseoir avec eux autres. Au début, c'était de mettre carrément les textes de mon premier show, Invincible, en livre. Ouais. Mais je trouvais que c'était pas assez. Je voulais rajouter quelque chose. C'est que là, entre chaque bloc de numéros, j'ai rajouté soit des anecdotes liées à ce que les numéros que vous venez de lire, des techniques d'écriture que j'ai employées, quand est-ce que j'ai écrit ça, pourquoi. Fait que tu rentres à l'intérieur du processus. Comme un genre de behind the scene, un peu. Ça s'appelle Invincible, comment j'ai écrit mon premier one-man show. Puis tu sais, il parle un peu aussi du prochain stand-up que j'avais gagné en 2020. Le show est sorti juste après. Fait que ça raconte un peu toute la genèse de tout ça. Puis il y a certaines techniques, des fois, d'écriture, sans être trop théorique, là, mais tu sais, que j'ai employé, que j'emploie dans la vie pour écrire. Fait que c'est ça, c'est un petit peu. En même temps, tu lis le show, puis tu comprends certaines affaires dans ma méthode créative, il y en a 1000 autres. Chaque humoriste a sa méthode, ça, c'est la mienne. Puis Invincible, tu traitais de quoi, grosso modo? Ben, écoute, c'est bon. Tu sais, mon premier show, là, tu connais quand même un peu l'humour, tu été dans ce milieu-là un bout de temps. Moi, mon premier show, je trouve que c'est une carte de visite. Fait que c'était vraiment un best-of, là. Tu sais, quand j'ai sorti ça faisait déjà plus que 10 ans que je faisais de l'humour. Fait que j'avais un bon catalogue de matériel. Fait que j'ai écrit, des choses un peu sur la pandémie et tout, veux pas, on était là-dedans. Mais j'étais allé chercher mes meilleurs numéros, je les ai mis ensemble dans un genre de... le fond du show, ça s'appelle Invincible, parce que dans la vie, j'ai peut-être bien des bad luck, j'ai bien des lacunes, des bobos, tout ça. Mais quand tu me donnes un micro, puis je suis debout sur scène, je suis blindé. Je confirme. Puis à la fin, ça finit, c'est une mitraillette de liner à la fin pour que le monde aille mal à la face. C'est que le but, c'était que le monde souffre physiquement. Il est très efficace, honnêtement, Simon. Ben, merci. Ben, c'est ça. Le but, c'était que le monde sorte puis qu'il ait déjà envie de voir le deuxième. Après ça, on a passé à autre chose pour le deuxième. Mais un livre qui prend des textes faits pour être live. Est-ce que tu modifies tant que ça? Non, pas tant. En fait, un petit peu, des fois, dans la formule que c'est dit, parce que je vais le dire de toute façon sur scène, que si tu l'entends pas, ça fait pas de sens. Comment si je faisais un livre de notre entrevue, on en vend ou tu penses que c'est plate? Non, je pense pas. Je pense que ce serait un beau dialogue. En plus, un code QR pour l'écouter après, puis tu vois le sel-front qu'on a fait. Exact, qu'on vient de faire. Le double sel-front. Mais oui, tu sais, il y en a plus. Elle dit, quelle idée le fait, Virginie Fortin, des choses comme ça. Ça donne une autre dimension que de l'écouter. Puis là, on va le sortir aussi en vidéo bientôt. Mais ceux qui l'ont lu m'ont dit que c'est super le fun de le lire puis de voir un peu l'autre côté de la médaille aussi. Donc, j'ai eu bien du plaisir à faire ça. Et là, c'est ton autre show. Ouais. Qui s'appelle Tâche. Tâche, ouais. Raconte. Ben écoute, Tâche, là, je garde quand même une formule que tu m'as déjà vu, un stand-up assez serré, tu sais. Oui. Mais là, je suis allé plus loin un peu dans le personnel, parce que pendant la pandémie, je suis allé en thérapie avec une psychologue, parce qu'il y a un bout, puis j'en parle dans le show, j'étais tout le temps, excusez-moi le mot, mais j'étais tout le temps en tabarnak. J'étais tout le temps. Toi, t'étais un gars fâché. Ouais, mais c'est ça. Sur scène, je peux avoir l'air fâché, mais dans la vie, je suis pas comme ça, je suis beaucoup plus passif. C'est pour ça que je te dis que je suis surpris. Ben c'est ça. Puis moi-même, c'est pour ça que j'étais allé consulter. Mais t'étais fâché quand? Tout me mettait outrageusement en crise pour rien. Dans le show, je fais une joke de, tu sais, quand tu donnes un coup de poing dans le mur parce que ton bagel n'est pas assez cuit. Parce que le gars de chez Tim Hortons me dit que j'avais un problème, mais tu sais, je l'exagère. Mais j'étais tout le temps, c'est pas moi, ça, tu sais. Puis j'étais allé voir une psy. Puis j'y ai raconté mes enjeux de santé. Puis moi, en gros, faire un petit résumé, j'ai une maladie auto-immune. Puis de 0 à 10 ans, on savait pas ce que j'avais. Puis ça faisait en sorte que moi, je pouvais pas gérer l'énergie que ça demande d'être heureux. Quand j'étais trop content ou excité, je tombais malade parce que mes glandes surrénales sécrétaient pas de cortisol nécessaire pour passer au travers. Fait que je tombais malade quand j'étais trop content. Fait que tu sais, quand tu dis à un psy que quand t'étais jeune, le bonheur te rendait malade... Ben, tu le vois dans ses yeux qu'elle se dit, je vais l'acheter, mon chalet, finalement. J'ai trouvé mon cash juste là. Pour un bout, là. Ben, en fait, c'est que plein de deuil. Je me suis beaucoup galvanisé de, oui, j'ai tout ça, mais je le porte pareil, puis je suis plus fort. Puis, tu sais, on devient un peu orgueilleux de ça, puis on oublie que c'est pas parce que tu mets un genou à terre des fois, puis que tu t'admets que c'est de la merde, que tu deviens un faible. Puis je l'ai pas fait assez, je l'ai pas fait du tout, en fait, pendant quasiment 35 ans, puis là, ça sortait. Fait que, tu sais, cette colère-là, c'était des deuils qui n'ont pas rapport avec ce qui me
embêtant en crise. Non. Qui sortaient parce que je les avais pas réglés. Puis un deuil, ben, il faut que tu fasses toutes les étapes jusqu'au bout. Sinon, il peut te popper. Il y a une thérapeute, à un moment donné, on jasait, je n'étais pas en consultation avec elle, mais elle faisait ça dans la vie, tu sais. Puis je disais, moi, je braille au cinéma, je braille au bout, puis j'aime ça. Des films tu sais, tristes, tout ça, j'aime ça. Puis elle dit, tu pleures pour autre chose. Oui. Je sais pas quoi, mais je trouvais ça très intéressant. Ouais. Mais puis ça parle beaucoup, ben pas juste de ça, parce que je vois un peu partout aussi, là, mais ça parle aussi de ça, les étapes du deuil que souvent on les fait pas. Puis on peut rester dans le déni longtemps, puis on peut puis fermer cette boîte-là, puis là, les enfermer dans notre grenier, dans la tête où il y a plein de deuils pas finis, puis à un moment donné, ça se met à popper. Puis il faut que tu le fasses au complet. Puis des fois, c'est choquant de même faire un deuil parce que personne l'a vu que t'as fait ton deuil. Il n'y a pas de personne qui va t'envoyer une plaque parce que bravo, t'as réussi ton deuil. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Fait que ça parle un peu de tout ça. Je me suis permis de creuser un peu plus loin, puis même de permettre de voir dans le show, les rires sont pas aux 20 secondes nécessairement parce que je veux illustrer un point. Ça te dérange-tu? Non, mais ça m'a dérangé longtemps parce que je considérais que si les gens riaient pas aux 20 secondes, ben j'échouais. Mais c'est pas vrai, quand tu sais, c'est beaucoup plus dur d'être intéressant qu'être drôle dans la vie, là. Puis en humour, tu vas te rappeler bien plus d'un show qui t'a marqué puis qui a été intéressant. Après ça, il faut que ça soit drôle. Si les gens rient pas, j'ai échoué mon métier, c'est ça. Absolument. Mais je me suis permis d'aller creuser plus loin de choses, puis je pense que ça valait la peine que j'attende pour aller là-dedans, parce que il y a 10 ans, j'aurais peut-être pas eu l'écriture ou la maturité pour aller jusque-là, puis je serais resté au premier degré, puis mais là, j'étais allé assez loin, mais en gardant mon efficacité, puis en allant pas dans le mélodramatique, puis tu sais, les fins de show trop avec du violon, moi, j'ai un peu de misère avec ça. Ouais, à un moment donné, c'était la grande mode. Moralisateur, vous voulez dire? Mais c'est trop souligné, tu sais, moi, comme le propos voici la conclusion de mon idée générale. C'est que quand t'as quelque chose de lourd à parler, trouve vraiment ce que tu as à dire là-dessus, puis parle-en dans le show, et non pas dans un moment de « Et moi, à 35 ans, je me suis rendu compte que je me suis pas assez plaint parce que j'ai tellement souffert. C'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça mon point. » Bon, remarque qu'il n'y a pas une formule, mais effectivement, non, mais moi, je l'ai vu ce mode-là je nommerai personne. Oui, mais d'ailleurs, sais-tu quoi? C'est drôle ce que tu dis là, parce que là, je vais vous apprendre de quoi, peut-être les filles. C'est que un des critères qui démarque beaucoup un humoriste en spectacle live, c'est pas quand tu vois le show, c'est quand tu regardes les gens qui sortent du show. Ouais. Et quand les gens sortent du show puis qu'ils parlent zéro du show qu'ils viennent de voir, c'est parce que c'est un show qui, à quelque part, passera pas à l'histoire. Ouais. Puis quand les gens sortent, on dit « Hey, t'as l'affaire. » Puis que ça jase du show, tu sais qu'il vient d'arriver quelque chose. Oui, puis tu sais, tu sors d'un show, puis même quelqu'un qui fait ça, on irait voir un show ensemble, puis on pourrait parler. Si des thèmes nous ont marqués, puis ça a été porteur, on parlerait de ces thèmes-là. Mais jamais personne se souvient d'un gag. Je sors d'un show. Là. Simon. Mais, à un moment donné, ça, tu peux dire comme, hey, ça, c'est-tu malade? Oui, mais t'as entendu 322 gags pendant 1h30, là. Tu sors, t'aurais de la misère, si c'était 3. Mais s'il y a des thèmes qui sont atteints, ça va tu avoir envie d'en parler. Ça, c'est vrai. C'est ça. Oui, les gags, c'est notre job de faire rire. Je ne vais pas essayer de faire une conférence non plus. Non. Mais avec les livres invincibles, on va en faire une conférence qui est plus du jasage, mais pour le show, vous allez rire, c'est mur à mur. Mais je suis allé plus loin dans le personnel, chose que je suis assez fier. Puis il y a une belle note de 8 sur 10 de Dom Tardy. Il y a juste moi puis Mégane Brouillard l'année passée qui a cette note-là. Je te félicite. Je m'enorgueillis un peu de ça. Mais tu vois, je savais pas. Pourtant, je lis souvent Dominique Tardy. Oui, mais qui est un très bon critique d'humour. Oui, puis tu sais, lui, c'est ça. C'est dur de faire de la critique d'humour parce que c'est les meilleurs critiques d'humour, ça des humoristes, mais les humoristes feront jamais ça. Puis c'est normal. Mais lui, au moins, il parle de ce qu'il a vécu. Ils n'ont pas juste cité de. Puis là, il a dit ça, puis là, il a dit ça, puis là, il parle de ça. Enfin, il parle de lui, l'expérience qu'il a vécue, tu es d'accord ou non. Au moins, il fait l'exercice d'aller à fond. Absolument. Et ton podcast, ça s'appelle Avant de mourir. Oui. Ça donne vraiment le goût. Là. À date, là, tu me parles d'affaires, des thèmes Jojo. Je suis allée sur YouTube, j'ai écrit Avant de mourir. Pas podcast, oui, ça fait un avertissement. Ça dit, est-ce que vous voulez, faites attention, ça me donne un numéro de téléphone. Ça, je l'avais pas checké avant. C'était pas réfléchi. C'est Google qui dit ça. C'est ça sur YouTube. Tu vas Avant de mourir. C'est comme si ça va pas. Ça met un avertissement. Puis après ça, tu peux aller sur le lien pareil, mais il y a un petit avertissement de ça ne file pas, il y a des numéros, tu sais. Écoute, si ça va pas, là, tu fais non. Puis là, tu vois la tronche à Simon Delille, tu fais non, c'est sûr que ça va pas. Mais que lui, là, ça va quand même bien, j'ai une barbe. Mais en fait, c'est parti, c'est bien niaiseux. Moi, j'avais un petit. J'écoutais beaucoup des petites vidéos qui parlaient des derniers repas des condamnés à mort, tu sais. Qu'est-ce qu'ils ont choisi de bord. Ça me fascinait de qu'est-ce que je choisirais. Puis là, j'en parle un peu avec ma blonde. Astérix, t'as des fraises, te rappelles-tu? Oui, mais là, c'est qui? Le gars, Timothy McVeigh, qui a fait sauter le minimum en Oklahoma. Lui, c'était 2 pains de chocolat menthe de la crème glacée. Il y en a qui c'est un olive, il l'a même pas mangé. Il y en a qui c'est juste comme une espèce de fuck you. D'autres, c'est juste donne-moi tout ce qu'il y a de friture possible. Il y en a un qui a pris des Cheetos puis le Seigneur des Anneaux version longue au complet, puis ils ont laissé. Ouais, puis ça, c'est wise. Mais j'en parle avec ma blonde, puis elle dit, c'est un podcast qui parle de la mort, ça pourrait être cool, il n'y en a pas vraiment. Je voulais pas non plus que ça soit trop deep. Fait que j'ai eu l'idée de genre vraiment prendre une bucket list. Ça, c'est quoi tes derniers choix
avant de mourir. Et donc pas, il te reste une journée, puis tu meurs après. Ouais. T'as des derniers choix, puis là, on s'amuse, on voyage dans le temps. Avec ton dernier spectacle, ça peut être Woodstock. Ton dernier repas, ça peut être le macaroni que ma grand-mère, qui est décédée aujourd'hui, elle faisait, puis là, on peut l'avoir. Fait que là, vraiment, un dernier choix. Puis il y a des basé réponses. sur tout ce qui existe, récent ou passé. Oui, puis après ça, puis des fois, pendant la discussion, on en rajoute, on change d'idée, puis tu sais, c'est pas un recensement. Puis tu sais, j'ai reçu, mettons, Patrick Lagacé, puis tu sais, moi, dans ma tête, le dernier film de Patrick Lagacé, j'aurais pensé à un grand film, là, quelque chose de, je sais pas, même la liste de Schindler, ou quelque chose d'épique là, qui a marqué les esprits. Puis c'est quoi le dernier film de Patrick Lagacé? C'est un truc les de bagnoles. Disney ou un truc. Les bagnoles. Cars. Pourquoi? Parce qu'il l'a écouté beaucoup avec son fils quand il était petit. Okay. Maintenant, son fils il est plus grand, il est un adulte. Puis sa nouvelle blonde, elle a un fils plus jeune. Puis il l'écoute des fois les trois ensemble. Puis c'est le film qui me fait sentir le plus bien. Mais tu dis c'est ton dernier film. Tu veux pas nécessairement avoir la grandeur. Tu veux quelque chose qui va te donner un bon sentiment avant de mourir. C'est le dernier. Il y a une connotation puis un thinking différent. Dans la bouffe, que c'est mon préféré. Dans la bouffe, souvent, c'est peut-être lui qui traduit le plus parce que comme toi, ça serait quoi? Le Tourtière du Lac. Pour vrai? Ouais. Clairement. Quel stéréotype. Non, mais écoute, j'en fais. Je monte la viande du Saguenay à Sylvain Larocque, à Laurent Paquin, puis à Jay du Temple tous les ans pour qu'ils fassent le tourtière. Je leur ai appris comment faire une vraie tourtière, puis grâce à moi. C'est quoi la vraie tourtière? Une vraie tourtière du lac, t'as pas un pâté à la viande, si vous êtes cute, là. Mais une vraie tourtière du lac. Non, vous êtes cute, là. Mais la viande n'est pas coupée de la même façon au Saguenay qu'ici. Tu peux prendre de la viande puis couper des petits cubes. C'est pas pareil. Au Saguenay, c'est des morceaux un peu tout pas pareils. C'est pas haché, mais c'est pas non plus coupé au couteau. Entre les deux. Mais quelle différence ça fait? Sérieux? Dans la cuisson, après ça, quand tu le manges au niveau de la texture, c'est pas pareil. C'est pas toujours la même texture qui roule. Puis après ça, le bouillon dans lequel tu fais cuire, c'est ça la base. Mon truc, c'est la fondue chinoise. L'histoire de mission de cuisine. Hey, merci beaucoup, Simon Delille, très fort. SimonDelille.ca. Oui, pour le livre, pour le podcast, puis pour le show, tout est là-dessus. Simon Delille, humoriste. Merci, Marianne. Merci, Bye. Merci, Hugo, avec ses beaux doigts dans les airs pour me dire bonjour, Seb. Salut, Trollo. Merci, tout le monde. On a des gros doigts de même, on peut pas manquer le décor. On l'aurait eu, sa recette, finalement. Voilà.